tous, bienvenue sur mes vidéos. Donc je me présente, je suis Laure, je suis herboriste naturopathe, j'exerce en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, à Rennes. Je suis producteur-cueilleur de plantes médicinales avec une production de permaculture. Et ensuite, je vends donc sur les marchés les plantes médicinales, les traitements naturels à base de cire d'abeille, d'huile d'olive, de karité. On a aussi une spécialité de plantes médicinales d'Afrique de l'Ouest. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'herboristerie. Alors bien sûr, c'est un métier qui n'est plus véritablement reconnu, puisque le diplôme d'herboriste a été supprimé en 1941. Mais nous avons quand même la capacité de travailler et de vendre à peu près 250 plantes médicinales reconnues comme sans danger par l'État. Les autres plantes qui ne sont pas forcément plus dangereuses, mais sont la propriété et l'exclusivité des pharmaciens. Aujourd'hui, donc, un herboriste est plus considéré comme un épicier. À ce titre, il ne peut pas délivrer de conseils médicaux concernant les plantes médicinales. Alors, au départ, le choix de l'État s'est posé sur cette question parce qu'ils estimaient que si l'herboriste qui n'avait pas fait des études de médecine délivrait des conseils, cela devenait dangereux pour le client. Mais en réalité, c'est ne pas donner de conseils qui est dangereux, puisque moi, au quotidien, je rencontre beaucoup de personnes qui viennent chercher une plante où ils ont fait des recherches sur Internet, ou alors ils ont fait des recherches, ils ont eu vent que cette plante avait soigné tel type ou tel type de pathologie. Et donc ils cherchent à tout prix à acheter cette plante sans véritablement savoir si elle va leur correspondre et sans connaître les effets secondaires. Donc aujourd'hui, il existe 250 plantes que l'on peut acheter dans n'importe quel magasin de produits naturels et en pharmacie aussi. Pour autant, même si vous allez chercher une plante chez un pharmacien, il y a peu de chances pour qu'il vous demande pourquoi vous la voulez et qu'il vérifie si elle correspond vraiment à vos besoins. Quand j'ai choisi le métier d'herboriste, je l'ai choisi avant tout justement pour le conseil, pour la connaissance des plantes médicinales. À aucun moment je me suis tournée vers ce métier et je pense que tous les herboristes et tous les naturopathes, parce que ça va un peu ensemble, hein. Bon, tous les phytothérapeutes ne sont pas naturopathes, mais la plupart des naturopathes tendent à être phytothérapeutes parce que ça a un sens et que la seule manière naturelle vraiment de soigner ou de créer des médicaments utiles et naturels, c'est la phytothérapie. Donc je pense que tous ceux qui comme moi ont choisi cette voie, à aucun moment ils ne l'ont choisi en se disant je vais être épicier et je vais vendre des épices médicinales, hein. Et surtout je ne vais pas m'intéresser à mes clients parce que c'est un peu ça, ne pas demander pourquoi on choisit une plante, pourquoi on la veut, quel est notre problème, c'est ignorer ses clients. Donc voilà, aujourd'hui on est confronté à ce problème, c'est juste pour les lobbies, hein, pour les grands laboratoires qui ont le monopole qui ont non seulement le monopole de certaines plantes et sûrement des plantes les plus chères en vente, pas forcément pour leur dangerosité, hein. Il y a plein de plantes médicinales qui ne sont pas dangereuses et que nous n'avons pas le droit de vendre. Nous n'avons pas le droit de vendre par exemple des plantes, de vendre et de travailler, hein, parce que ce soit dans les préparations, toutes ces choses-là, nous n'avons pas le droit de travailler des plantes qui viennent en dehors de l'Europe, qui sont importées, alors que beaucoup de plantes sont très utiles et sans danger, comme le moringa, le baobab. Tout ça, voilà, ce sont des plantes qui sont difficilement vendables
et qui pourtant ont de grandes propriétés. Le ginseng, voilà, si on commence à chercher un peu plus loin, on verra que bon nombre de plantes nous sont totalement... on n'a pas le droit de les vendre et de les travailler. Il faut savoir aussi que c'est dur, de toute façon, quand on est sur le terrain, de respecter cette loi qui est dite de bon sens, mais qui pour moi ne l'est pas du tout, parce que le client est en attente. Voilà. Le client a besoin qu'on s'occupe de lui. Il a besoin de se soigner correctement. Il a besoin de trouver les bons produits. Et c'est donc très difficile de ne pas faire de diagnostic à chaque rendez-vous, quoi. Donc voilà. Herboriste, c'est un métier à part entière. Et on ne peut pas se dire herboriste si on ne connaît pas les plantes. Donc connaître les plantes pour un herboriste, c'est indispensable bien sûr, même si on n'a pas le droit de donner de conseils, c'est ce que je vous disais plus tôt. Mais il est indispensable non seulement de les connaître, de les reconnaître, de savoir les travailler, de savoir les associer. Alors ça aussi, hein, si on commence à discuter législation, les mélanges sont interdits, toutes les crèmes à base d'eau sont interdites. En tant qu'herboriste, on n'a pas le droit à grand chose. Donc voilà. Alors je dis pas qu'il faut respecter la loi à la lettre, mais c'est ce qu'on est censé faire. Voilà. Sauf que dans la réalité, ça se passe tout autrement, qu'on peut quand même travailler les plantes différemment et les associer de manière en contournant la loi en fait. Parce que si on n'a pas le droit de les mélanger dans un même sachet, rien ne nous empêche de vendre différents sachets associés ensemble. En fait, nous, on ne fait pas le mélange directement, mais on peut ainsi présenter un mélange efficace, sauf qu'il n'est pas mélangé. Voilà, pour faire simple. Et en ce qui concerne les crèmes, de toute façon, les crèmes à base d'eau sont des crèmes qui... pourquoi on n'a pas le droit des crèmes à base d'eau? Parce que c'est des crèmes qui tournent, en fait. C'est des crèmes où l'eau, c'est synonyme de bactéries, en fait. Donc tout ce qui va contenir un peu d'eau, même de l'eau déminéralisée, à un moment donné, ça va tourner. Donc c'est pour ça qu'il y a trop de problèmes sanitaires. Et puis de toute façon, nous en tant qu'herboristes, on n'en a pas franchement besoin. Les crèmes à la cire d'abeille, huile d'olive, les macérats huileux, tout ça, c'est suffisant, totalement suffisant pour soigner. Et on n'a pas besoin d'aller chercher... Alors en cosméto, c'est beaucoup moins pratique. Parce que si on cherche à faire des masques capillaires, des choses comme ça, c'est sûr que c'est moins pratique, mais c'est pas moins efficace. Voilà, c'est vraiment le côté pratique qu'on va aller chercher dans ce côté-là. La clientèle s'y fait, puis si elle s'y fait pas, bah, elle va retourner vers des produits standards. Voilà, on ne peut pas faire autrement et franchement, j'invite personne à aller travailler des produits à base d'eau. Parce que d'abord, c'était pas notre boulot. Ça c'est quelque chose qui est venu bien après, qui est plus moderne. Et si on revient à la naturopathie, à l'herboristerie, ça veut dire à une base médicale, vraiment centrée sur la nature. Voilà, on est sur des onguents en fait, et les onguents sont tout à fait nécessaires aux soins. Même aux soins de beauté, voilà, que ce soit pour les cheveux, pour le visage, pour tous les problèmes de peau, c'est largement suffisant. Donc, comment on fait vraiment pour être herboriste? Eh ben, on va sur le terrain. Alors, soit on a la chance d'avoir un herboriste à côté de chez nous qui veut bien nous former. Et moi, je forme des gens. J'invite les gens, je fais des promenades découvertes pour le public, mais j'ai aussi des jeunes qui sont en école de naturopathie et qui veulent se perfectionner en phyto. Donc voilà, on essaye de trouver ça et d'aller sur le terrain, parce que l'important c'est pas que connaître une plante sèche. Alors voilà, je vais aller acheter une plante chez le grossiste ou l'intérêt c'est quand même de pouvoir les récolter dans la nature. Et pourquoi? Parce que en réalité, il faut travailler avec les plantes locales. Un bon herboriste, il s'adapte à son terrain. Voilà.
si je suis dans le sud de la France, je vais avoir à ma disposition une vingtaine ou une trentaine de plantes médicinales dans la nature qui sont suffisantes à ma pharmacopée. J'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Ça va soigner les maux de tous les jours. Si je suis en Bretagne, eh ben, j'ai encore d'autres plantes, j'ai des plantes plus faciles à avoir. Voilà, ici on utilise beaucoup le gui. C'est une plante que dans le sud on n'utilise pas forcément. Pas autant en tout cas. Voilà, donc il faut aller sur le terrain, il faut savoir reconnaître les plantes, il faut connaître les méthodes de cueillette, les moments de cueillette, et puis le respect des plantes. Ensuite, le respect c'est tout au long, ça veut dire c'est le respect quand je la cueille, le respect quand je la sèche, le respect quand je l'utilise, quand je la conditionne. Tout ça c'est très important pour respecter la nature, respecter la plante, respecter ses propriétés. Parce que si on utilise mal une plante, elle ne va pas nous donner le meilleur de ce qu'elle a. Voilà, c'est comme ça, c'est une vérité. On a fait des conférences sur ça il y a 2 ans. Et vraiment, les esprits des plantes, qui sont présents en elles, qui sont les fils directeurs pour soigner les maladies, ont besoin d'être respectés. Si je prends une feuille d'eucalyptus, que je la laisse dans la poussière pendant des mois et des mois et des mois, que j'en ai rien à faire, quand je vais la prendre et puis que je vais me la mettre dans la tisane, elle va pas être terrible. Maintenant, si je récupère des feuilles d'eucalyptus, que je sèche correctement, que je conditionne correctement, et que voilà, avec beaucoup de respect pour ce qu'elle est, eh bien quand je vais l'utiliser, elle aura vraiment une force, une puissance de guérison. Voilà, ça c'est important. Et ensuite, les transformations, on va dire, les transformations elles sont simples. On va avoir les onguents, les macérats, les tisanes, tisanes ou décoctions, mais décoctions, je ne les recommande que pour les parties des plantes qui sont très difficiles comme les racines. Sinon la décoction c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce que ça tue. Au fur et à mesure que ça délivre les propriétés, ça les tue. Donc voilà, ça reste à utiliser que pour certains cas et pas tout le temps. Donc voilà. Et après on a les fameuses teintures mères qui sont également interdites puisqu'elles sont à base d'alcool et c'est très très compliqué, en tout cas interdit de les vendre. On peut les utiliser, en faire pour son usage personnel, mais on ne pourra pas vendre aux clients ces procédés qui sont l'ancêtre de l'homéopathie et qui sont très très pratiques. Voilà. Donc, dans la réalité, je connais beaucoup d'herboristes qui en font. Moi-même, j'en fais. Mais c'est vraiment, ça reste quelque chose de vraiment difficile aujourd'hui. Donc, beaucoup s'épuisent à chercher des alcools à 70 ou à 90 qui ne sont pas modifiés. En réalité, on a un procédé qui peut être beaucoup plus simple et qui peut être vraiment même meilleur. Donc, normalement, quand on fait une teinture mère, on va dire 3 semaines. Ça va macérer pendant 3 semaines dans l'alcool, dans un alcool très fort, à 70 ou à 90. Et 3 semaines, 1 mois, voilà. Et on obtient, après égouttage, pressage, on obtient donc notre teinture mère. Donc, ce sont ce qu'on appelle des alcoolats. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on ne peut plus acheter des alcools forts qui soient buvables. Donc, il faut acheter de l'alcool de fruits, de l'alcool à 40%, du rhum. Le rhum, c'est pas mal, et puis sinon, les alcools de fruits. Et en fait, au lieu de laisser macérer que 3 semaines, eh bien, on va laisser macérer beaucoup plus longtemps, jusqu'à 2 mois. Et on va obtenir le même résultat. En ce qui concerne de la puissance des propriétés des plantes médicinales, on obtiendra le même résultat avec un alcool moins fort. Je suis vraiment partisane de ce procédé parce qu'il permet d'obtenir une même puissance médicinale avec le taux alcoolique est beaucoup moins violent que sur les autres teintures mères que vous pouvez trouver en pharmacie. Voilà. Donc c'est vraiment un très bon procédé et qui va permettre vraiment de bien travailler les plantes et d'être moins agressif avec eux. Voilà, donc petit tour d'horizon de l'herboristerie qui n'est qu'un pan de la naturopathie.
parce qu'en réalité c'est un domaine très vaste. Et c'est pour ça que vous verrez ultérieurement dans mes vidéos qu'il y a plusieurs catégories. Il y a la naturopathie, l'herboristerie. Il y a aussi le côté des sciences occultes, les mémoires cellulaires, mémoires ancestrales. Et puis le côté plus spirituel, on va dire, plus mystique, qui peut parfois intervenir et sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse finalement, qui font partie intégrante de notre métier quand on est arrivé à un niveau plus ou moins complet, comme c'est mon cas. On n'est plus naturopathe, herboriste, on est plutôt médecin sorcier, et c'est là toute la question de la tradition, de la médecine traditionnelle, comme l'étaient les chamans. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt.